Rebonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de conclure cette journée d'échange et ce colloque. Pour ce faire, j'ai été chargé d'essayer de bâtir une conclusion au fil de l'eau et des échanges que j'ai pu percevoir dans les différentes sessions. Alors je voudrais d'abord remercier Laetitia Atlanidio et Claude Kirchner d'avoir organisé ce colloque et d'avoir mis l'énergie pour l'organiser. Je leur suis d'autant plus reconnaissant que moi, honnêtement, la première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin tout de suite, là, maintenant, d'aborder ce sujet et puis finalement, le numérique, ça a joué un rôle déterminant, mais est-ce que c'est pas un peu austère? Et puis un petit peu, entre guillemets, tête d'épingle par rapport à l'ampleur des sujets que cette crise a généré. Alors je le dis d'autant plus librement que moi aujourd'hui, donc je m'appelle Emery Lang, je suis membre du conseil scientifique Covid-19 et j'y suis au titre de mon expérience dans le numérique. Et au fond, en suivant toute cette journée, je me suis dit, ils ont eu raison d'insister. Claude, je te le dis, et je t'en remercie, et Laetitia aussi, parce que vraiment, je me suis dit déjà, en fait, il est temps de faire un pas de côté. De prendre du recul, de dézoomer, de sortir du débat public devenu de plus en plus controversé, polémique. Et là, vraiment, alors c'est vraiment le côté aussi très apaisé et très prise de recul des chercheurs et leur culture qui l'apportent. Moi, ça m'a beaucoup nourri, n'étant pas moi-même chercheur. Je voudrais aussi remercier, alors je ne connais pas vos noms de famille, parce que quand on s'est présenté, on ne se les a pas échangés, mais je voudrais remercier Mélanie, Anna et Zahira, parce qu'elles ont pris des notes qui m'ont aidé aussi à bâtir cette conclusion. Et je voudrais aussi évidemment remercier Camille Darche, dont je sais qu'elle a fait un énorme travail pour préparer d'un point de vue opérationnel cette journée. Alors, première question, est-ce qu'au fond le temps est venu de se pencher sur ces questions ? Moi, je vais vous dire, ce matin, en arrivant dans ce bâtiment, alors tous ceux qui nous ont vus en ligne ne l'ont pas vu, on est dans un bâtiment qui s'appelle Imagine, un bâtiment très moderne, futuriste, qui est un nom que je trouve très, très, très beau, très rêveur. Imagine, voilà, imaginons le futur. En plus, c'est un bâtiment qui héberge des chercheurs qui travaillent sur les maladies génétiques. Et je me suis dit, ça commence bien cette journée. Voilà. Oui, il nous faut collectivement faire œuvre de bilan et de recherche et s'autoriser à imaginer le futur. Un futur souhaitable, mais aussi un futur où il y a des scénarios beaucoup plus sombres et déjà penser aux réponses que ces scénarios éventuellement très sombres appelleront, comme cette crise dont nous sortons à peine appelle. Alors Jean-François Delfrécy l'a dit ce matin, c'est un peu tôt, mais c'est quand même une première étape. Et il a dit à propos du numérique que l'information, y compris scientifique, n'avait jamais circulé aussi vite et aussi profondément dans la société. Et aussi que les outils numériques n'ont jamais été autant utilisés. Les outils numériques que nous connaissions déjà, ceux qu'on connaissait moins, qui connaissaient Zoom il y a 2 ans, et puis les outils numériques qui se sont développés face à cette crise et qui ont pu, à juste raison, dérouter un certain nombre d'entre nous, comme l'application Tous Anti-Covid, ou même, plus récemment, Vitmadose ou Covid-List, où les gens s'échangeaient des infos, mais qu'est-ce que c'est que Vitmadose? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et donc, nous avons tous été incités, alors chacune d'entre nous, de là où nous partions, à devoir nous y mettre, et ça a été plus ou moins facile. Alors, bien sûr, il y a la question de l'acceptabilité, et Cédrico, dans sa vidéo, l'a redit, l'acceptabilité des citoyens face à l'innovation, y compris sur le numérique. Et au fond, moi, j'ai retenu ce qu'il a dit, que l'innovation n'a jamais été aussi, alors pas que dans le numérique, aussi controversée et remise en question que lors de cette crise. Voilà. Qu'il s'agisse des outils numériques, qu'il s'agisse, on l'a vu, des technologies médicales, comme certains vaccins. Alors, s'agissant du numérique, première leçon, les outils marchent sur un plan technique, globalement. Ils ont marché, ils ont globalement délivré. Et des plus simples à comprendre, des plus universels dans leurs usages, comme ceux de visioconférence, jusqu'aux plus complexes et liés à la crise sanitaire, comme les applications de traçage. Je mentionnais Tous Anti-Covid, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des applications de traçage dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Voilà. Et au fond, ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, le numérique, alors moi je suis dans le numérique depuis toujours, depuis que je travaille, depuis que je suis en âge d'avoir un ordinateur.
Le numérique s'est retrouvé dans une forme d'épreuve de vérité, voilà, sur ses impacts, positifs et négatifs. Lui aussi, en fait, il a connu un choc systémique, une sorte de stress test, sur tous les plans, sur les plans techniques, en termes de, je ne sais pas, on va commencer par les réseaux, en termes de bande passante, en termes de charge, en termes de débit collectif, les backbones, le débit à la maison, le débit dans l'entreprise. Il a connu un choc systémique en termes d'usage, en termes d'appropriation, en termes d'intérêt, en termes de débat démocratique, hein, sur typiquement la protection des données personnelles. Et au fond, il n'y aura probablement pas de retour en arrière. Et alors, première constatation qui est venue des différentes sessions, donc je ne vais pas faire une synthèse détaillée, je ne sais pas faire ça. Moi, ce que j'ai retenu, c'est donc c'est une conclusion et une synthèse, comment dire, parcellaire, pas volontaire, hein, et puis parcellaire, et puis voilà, c'est un parti pris. Qu'est-ce qui m'a marqué dans tout ce qui a été dit. Alors, première constatation, si les outils numériques marchent sur un plan technique, ils ne marchent pas encore sur un plan social. Voilà. Et ça, je pense que pour tous les décideurs publics et privés qui travaillent sur ces questions, et notamment sur les questions d'inclusion, les questions de formation, les outils numériques ne marchent. On ne peut pas considérer aujourd'hui que ça marche sur un plan social. Et le numérique, là, pendant la crise, a renforcé considérablement les inégalités. Voilà. Et le besoin de compétences nouvelles. Et d'ailleurs, c'est Camille Duquesne, hein, qui est étudiante, sur le premier panel qui l'a dit, elle a été à la fois étudiante et enseignante pendant cette crise. Et les inégalités sociales, elles commencent tout bêtement par, quand on est avec le numérique, est-ce qu'on vit dans une chambre de 9 mètres carrés ou on est à la campagne au vert dans un grand espace? Est-ce qu'on a la fibre ou est-ce qu'on galère avec sa 4G? Quel ordinateur on a, la résolution de sa caméra, voilà, tout un tas de petits détails qui peuvent soit rendre l'expérience tout à fait fluide, soit la rendre insupportable. Pas que pour soi d'ailleurs, hein, qui se souvient d'une visio où l'autre avait des bruits de fond un peu pénibles, etc. Bon. Mais ça renforce les inégalités, et ça doit nous rappeler au fond que quand on vient, même en physique, dans des lieux communs, le lieu vient créer l'égalité. Et le numérique là-dessus, en permettant du sur-mesure, en permettant à chacune de faire ce qu'elle veut, de travailler d'où elle veut, peut aussi renforcer ces inégalités. Ça pose aussi la question donc des compétences nouvelles. Alors pour les enseignants, c'est la question des méthodes pédagogiques. Et même, j'ai envie de dire, des qualités très humaines dans la manière de transmettre les choses ou d'interagir. Hein. Donc, il a été question d'écoute active, il a été question d'empathie, j'y reviendrai, de soin des autres, de comment on organise son travail. Et puis, il a été question de choses un peu plus techniques. Par exemple, l'utilisation des réunions en ligne a, de mon point de vue, montré l'énorme enjeu de la manière dont nous animons nos rencontres, nos réunions, nos colloques. Une réunion de personnes, ça s'anime, ça s'organise. Il ne s'agit juste pas de dire on se met là et puis et ça va se faire tout seul. Alors, nous sommes tous habitués, en fonction de notre culture et de nos cultures respectives et de nos codes, à la manière dont on va s'organiser à une réunion de famille ou à un dîner entre amis. Mais force est de constater, en tout cas moi, dans mon expérience, des réunions dans certaines organisations où on ne sait même pas qui anime, on ne sait même pas, en fait, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de format, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, ni de sécurité, ni d'animation. Et ça, le numérique, pour le coup, je pense, et les réunions en ligne, ça l'a vraiment montré. Et peut-être que nous avons, pour toutes celles qui ont été en réunion en ligne, le souvenir de quelque chose un peu bizarre, un peu gênant même, parce qu'on ne sait pas en fond comment ça marche. Camille Duquesne parlait de est-ce qu'on allume la caméra ou pas, pour les élèves, pour les étudiants, etc. Voilà. Alors, le numérique, ça a aussi, cette crise a aussi révélé l'enjeu, donc résultat de tous ces enjeux au sens large d'éducation et de formation. Et de groupes massifs dans la société. Voilà. Sur la désinformation des réseaux sociaux, par exemple, il a été question de la confiance dans la science, de la confiance dans l'innovation,
de la capacité à décrypter l'information, à développer son sens critique. Je viens de parler de la capacité à utiliser les outils numériques, à s'entendre sur des formats, et donc au fond tout ça, ça nous renvoie à la question, moi, ce que je considère comme étant l'enjeu des enjeux, l'apprentissage, la formation, l'apprentissage tout au long de la vie, l'éducation, l'inclusion dans l'éducation, voilà. Je me suis dit, au fond, avec le numérique, on a peut-être oublié que la société et l'économie ne s'en sortiront pas. Nous ne nous en sortirons pas en laissant des groupes entiers de la société à côté d'une bonne formation, d'une bonne éducation, etc. Et donc, moi, c'est une leçon que je tire de cette journée, que je tire de cette crise, sur cet enjeu des enjeux de formation initiale et continue, et d'apprentissage, et de posture d'apprentissage. Deuxième point, peut-être que le numérique doit, lui aussi, en matière d'éducation, d'apprentissage, peut-être faire sa révolution personnelle. Et sa crise personnelle, alors quand je dis le numérique, c'est pas un dieu vivant ou c'est pas quelque chose d'incarné. Hein. Derrière, c'est celles et ceux qui le designent, qui y travaillent, qui le structurent, qui le présentent, qui le vendent, qui le font évoluer. Mais collectivement, vraiment l'enjeu de la révolution personnelle, et peut-être travailler ce que certains champs de recherche dans les sciences cognitives ou dans la psychiatrie appellent l'empathie ou l'intelligence émotionnelle. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette question de l'empathie du numérique. Voilà. Les politiques publiques depuis 20 ans en numérique, ce sont des politiques nécessaires d'ingénieurs, de techniciens. Il faut bâtir les infrastructures, il faut les équipements, il faut équiper les gens, que les débits augmentent, etc. Il y a la question des interfaces, de leur accessibilité, de leur simplicité. Mais au-delà de ça, au-delà de ces aspects un peu techniques, moi je pose la question de l'empathie du numérique. Et alors, j'ai tapé sur Google empathie du numérique pour voir s'il y avait déjà beaucoup de choses. Je suis allé sur Kern. Bon, empathie du numérique, il y a un résultat. Et j'étais content parce que c'est assez rare quand on tape sur un moteur de recherche d'avoir un résultat. Voilà. 0, c'est facile, plein, c'est facile, 1, c'est un peu plus dur. Bon, mais voilà, la question de l'empathie du numérique, je me suis dit, bon, en fait, elle n'a pas été traitée. Et c'est Dominique Quignot qui a cité le pape François. Voilà. Alors, je suis pas très pape en général, mais ça m'a beaucoup marqué, donc je me permets de reciter ce que Dominique Quignot a cité du pape François. Il ne suffit pas de passer le long des routes numériques, c'est-à-dire simplement d'être connecté. Il est nécessaire que la connexion s'accompagne d'une rencontre vraie. Nous ne pouvons pas vivre seuls, renfermés sur nous-mêmes. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et donc, ça pose la question. Alors, nous avons besoin d'aimer et d'être aimés, moi, ça me résonne beaucoup. Je vais faire une petite incise, je vais être un peu hors sujet, mais je me suis intéressé aux soins palliatifs. Et j'ai lu des livres là-dessus, et donc l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et il y a quelqu'un qui a fait une très belle thèse, qui a interrogé beaucoup de monde. Et je vous le dis parce que moi, ça m'a toujours beaucoup touché, donc dès que je peux le placer, je le place. De leur expérience, de ces personnes qui ont accompagné des personnes en fin de vie, les personnes en fin de vie qui se voient mourir se posent deux questions, et deux seules questions, deux questions seulement. C'est ai-je assez aimé et ai-je été assez aimé? Voilà. Et c'est la question de l'amour. Et c'est rien d'autre. Pour certaines, ça va être évident, mais pour moi, le jour où j'ai lu ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et donc, le pape François dit, nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et donc, oui, nous le savons tous, que la rencontre dans la vraie vie, ça nous permet d'aimer et d'être aimés. Et donc, la question que pose l'empathie du numérique, c'est est-ce que le numérique peut aussi, qu'il nous rend des services? Il décloisonne, il désilote, il rapproche la province de Paris, il permet plein de choses, il rapproche l'Afrique de l'Europe, etc. Et comment peut-il nous aider à aussi aimer et être aimé en l'utilisant? Et d'ailleurs, je vais vous citer empathie du numérique, ça tombe sur un résultat, j'ai pas dit lequel, c'est Patrick Cattiot, qui est donc chercheur à l'Institut de mathématiques de Toulouse, voilà. Un chercheur, et il a écrit en 2018, tout comme les plus belles utopies politiques, la croyance aveugle en l'empathie du numérique n'est-elle pas aujourd'hui un simple objectif commercial, porté par des individus superpuissants peut-être eux-mêmes désormais dépassés par le monstre qu'ils ont enfanté.
Et il me dit, et puis l'empathie du numérique ne me paraît pas complètement claire devant le clavier d'un automate bancaire. Et je trouve que cette citation résume assez bien un certain nombre de discussions qui a eu lieu lors des sessions. Et je me suis dit, et notamment s'agissant de la désinformation, le numérique exacerbe les émotions, et hélas aussi beaucoup les émotions négatives. Et donc comment passer d'un numérique qui exacerbe les émotions à un numérique qui sublime l'empathie? Alors une fois qu'on a dit ça, concrètement comment ça pourrait marcher? Quel protocole, puisque j'en parlais? Il y a quelques années, je travaillais dans un grand groupe qui a des salariés dans le monde entier, et notamment des dizaines de collègues en Inde. Et donc, s'appuyait beaucoup sur des numériques pour travailler déjà, bien sûr. Et la question se posait de savoir à quel point les collègues avaient besoin de se voir en vrai. Et nous étions tombés sur un article de recherche que je n'ai pas réussi à retrouver là, qui disait que c'est complètement OK de travailler à distance. Mais pour créer le lien, pour garder l'énergie, c'est Jean Dédier qui a parlé d'énergie à un moment, de l'enjeu de créer l'énergie avec le numérique qui quand même fait obstacle à créer l'énergie, la dynamique de groupe. Cet article disait qu'il y a... Bon, alors il l'avait documenté, hein, c'est un article de recherche, même si après ça paraît évident, mais il y a un enjeu, mais quand même, il y a un enjeu de se voir régulièrement. Il faut se voir régulièrement. Alors je ne sais plus ce qu'il disait en termes de rythme, mais il faut se voir régulièrement, il faut se voir physiquement, il faut se toucher, il faut se parler, il faut se postiner dessus. Non, il ne faut pas se postiner dessus. Mais voilà, il y a un enjeu d'interagir en vrai. Et ensuite, chacune peut repartir là où elle se sent bien pour vivre et travailler, et puis ça peut fonctionner. Et ça m'a fait penser à une bonne pratique au sein de start-up mondiales où les équipes sont de tous les pays, toutes les cultures et complètement éclatées dans le monde entier. Il n'y a pas de bureau parce qu'en fait, il n'y a pas un seul endroit où il y a plus de salariés. Et la bonne pratique, c'est que, si je me rappelle bien, tous les 6 mois, je pense à une start-up en particulier, je ne me rappelle plus du nom, mais ça m'avait marqué, tous les 6 mois, toute l'équipe se retrouvait 2 semaines en Thaïlande. Bon, il a pris un pays qui se prête bien à se retrouver. Et ils se retrouvaient 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, pour travailler ensemble, pour faire la fête. Et puis à un moment, il y avait une semaine où les familles étaient invitées pour créer le lien. Et ensuite, tout le monde repartait là où il habite, et puis la vie continue. Donc tout l'enjeu aussi de se voir. Et c'est Véronique Poulard qui a dit dans la session sur le télétravail, mais être présent aux autres, ce n'est pas forcément être présent physiquement. Et donc là, c'est pas parce que... et donc être présent aux autres dans le numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, ça pose la question des protocoles, des formats de rencontres, de réunions, j'en ai parlé, de la facilitation, de savoir poser le cadre de discussion, les règles, le cadre de sécurité, de confidentialité, de fonctionnement, le cadre de respect, d'empathie. Voilà. Moi, j'ai essayé, je pense qu'un certain nombre d'entre nous aussi, des apéros sur Zoom. Alors, je me rappelle de journées où toute la journée j'étais en visio, et puis le soir, on prenait l'apéro en visio. Bon, enfin, bref. J'ai trouvé comme ça un peu raide, mais je pense que je ne suis pas le seul. Mais ce qui me manquait beaucoup, en fait, dans les apéros Zoom, c'est qu'on se retrouvait à 10, 12, 15. Mais moi, quand je vais dans un bar boire un coup, je ne parle pas avec 15 personnes en même temps, quoi. Enfin, on n'a pas une conversation à 15. Enfin, ça existe, je ne sais pas, moi, dans les dîners. Enfin, je ne sais pas où ça existe. Mais enfin, moi, ça n'existe pas dans ma vie. Et donc, comment on fait pour se retrouver en petit groupe? Mais c'est délicat. C'est compliqué de dire aux autres, moi, je voudrais bien parler avec machine, là, juste tranquille, en tête à tête, et avec bidule. Parce que là, je suis un peu saoulé. Bon, et donc ça se faisait pas. Et donc je me suis dit bon, mais alors voilà. Donc là, j'écoutais en fait les sessions. Et je me disais un protocole, un format dans l'interface d'un outil de visio avec voilà quelque chose qui permet des petits groupes de 2 ou 3, ou même un protocole qui dit bah voilà, là on se voit, on va 5 minutes à 15, et puis dans 5 minutes on part par groupe de 2 ou 3. C'est aléatoire, et puis pour celles qui m'ont dit qu'elles ne voulaient pas parler avec Bidule, elles ne voulaient pas se retrouver avec Pierre et Jacques, enfin voilà, j'ai pris le truc je respecte la confidentialité, mais j'ai pris le point, et donc je vais façonner les petits groupes, voilà.
Et donc, comment on remet de la convivialité, de l'amitié, de la fraternité, en fait, dans le numérique. Et pour le coup, le numérique, là, nous oblige vraiment, si on veut que ça devienne quelque chose d'agréable et pas juste un outil de résilience, à penser à toutes ces questions. Alors comment je peux m'empêcher, j'ai commencé à gratter une sorte de tentative solutionniste, hein, donc c'était un peu comme pour tous anti-Covid, voilà. Quand il y a un problème, il y a une solution. J'ai passé 6 ans à Silicon Valley, donc je suis encore un peu trop conditionné. Donc je me suis dit, mais un outil de visio où on se retrouve au bar, dans une machine à café, une salle de jeu, une salle de concert, un restaurant. On réplique les lieux de convivialité. Comment est-ce qu'on peut répliquer les lieux de convivialité dans la vraie vie où en fait, quand on y va, on sait déjà comment ça va se passer, on sait déjà comment on va interagir, on a déjà intégré quels seront les protocoles sociaux qui sont engrammés en fait dans nos mémoires procédurales. Et puis ça va, et voilà. Et donc comment ça on peut le recréer? Et je me suis dit, voilà, pour les écoles, pour les universités, pour les organisations, pour les entreprises. C'est Camille Duquesne, encore une fois, qui a posé cette question de quand on se retrouve en apéro là, entre étudiants, comment ça se passe, comment on fait pour que ce soit agréable. Voilà. Je vais peut-être poster mon concept pour voir si quelqu'un a envie de le développer. Un autre point qui m'a frappé, c'est l'enjeu d'expérimenter. Dans le numérique, mais peut-être que ça vaut pour tout le reste. Hein. Et moi, j'ai repensé à la leçon, donc je me suis occupé du démarrage de Stop Covid, de tous anti-Covid. Et si c'était à refaire sur cette partie-là, on a loupé évidemment plein de choses, mais expérimenter, tester. Je crois que je ne sais plus qui l'a dit, si c'est Laurence de Villers, je crois qu'il l'a dit, expérimenter. Donc, on a quelque chose de nouveau, on ne sait pas comment ça va marcher. On ne sait pas comment les gens vont réagir, on le teste sur un petit groupe, on regarde comment ça se passe, on le teste sur un groupe de pionniers. Au fond, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, les startups, qui ensuite déploient des produits qui deviennent à audience et utilisation mondiale. Et puis quand on a pu itérer, et puis c'est des bons principes de design thinking, et puis quand on a itéré sur quelque chose qui fonctionne, là, on peut peut-être se permettre d'aller passer à l'échelle. Et sur Stop Covid, on a tout de suite voulu tout lancer. Peut-être qu'on aurait dû choisir, si c'était à refaire, on choisirait une communauté, et puis peut-être aussi un quartier ou un village, des gens qui disent « nous, on trouve ça super ». Et puis peut-être que ça aurait mieux marché. Voilà. Et donc comment recréer cette culture d'expérimentation et de faire en sorte que les pionniers deviennent les tiers de confiance pour tout le reste. Et moi je me suis dit là, en écho à ce que j'ai entendu, que peut-être que plutôt que d'attendre la prochaine pandémie absolument catastrophique, on pourrait, alors peut-être pas l'hiver prochain parce que ce sera encore un peu tôt, mais alors peut-être le suivant, je sais pas moi, tester un tous anti-grippe dans le métro parisien, voilà, faire des simulations et au fond nous préparer à l'après. 5e point, celui de la souveraineté numérique, avec une table ronde qui moi m'a beaucoup marqué. Parce qu'une fois qu'on a parlé d'améliorer le numérique, de le rendre empathique, de travailler des protocoles, des formats, d'inventer des nouvelles applications, il y a un moment, il y a la question quand même de la maîtrise de notre destin. Et ça passe par la souveraineté numérique. Parce que si nous dépendons d'acteurs avec lesquels nous n'avons absolument aucune influence, et il est là le sujet. Le sujet, c'est pas de dire que les Américains ou les Chinois, on les aime pas. Le sujet, c'est que quand ce sont des gens qui sont à 10 000 km, pour le coup, qu'on ne voit jamais dans les bars, et qui ne prend jamais de pot, voilà, et qui décide d'outils qu'on va utiliser, nous n'avons absolument aucune prise, aucune influence réelle, autre peut-être que sur un plan purement business de ce qu'ils vont designer et concevoir, et ça reste des acteurs privés, et c'est très bien, mais dont l'objectif c'est de faire de l'argent. En tout cas, s'ils ont une mission autre que d'être rentables, ce besoin de rentabilité est complètement prégnant. Et donc, ce n'est pas seulement le fait de poser des règles, mais c'est aussi d'être en capacité d'interagir avec ces acteurs et que, au fond, ces acteurs soient eux-mêmes l'émanation de notre culture et notre système de valeurs, qui est peut-être ce qui nous réunit le plus au niveau européen. Et alors la question de souveraineté, ça m'a aussi fait penser sur les questions de désinformation à l'enjeu de souveraineté personnelle. Voilà, à quel point j'ai une forme de souveraineté personnelle dans ma capacité à faire le tri dans toutes les informations, à choisir quelles informations je reçois. Et j'ai été frappé par quelqu'un qui a rappelé que
Ben oui, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est eux qui décident ce qu'ils vont nous pousser. Et au fond, nous subissons, sans le savoir. On est complètement, dépendant, en fait, d'algorithmes qui ne sont pas alignés nécessairement avec nos intérêts, qui sont, je le rappelle, des algorithmes fondés sur une économie de l'addiction, puisque le modèle économique, c'est la publicité. Et donc, nous subissons ce que nous envoyons à longueur de journée, alors que nous n'avons pas choisi. Et donc, comment on peut redonner aussi de la souveraineté personnelle à chacune d'entre nous pour pouvoir ne plus subir et ne plus être submergé. Et moi, je n'en veux pas aux gens qui tombent dans l'émotion face à ce flot ininterrompu d'informations plus ou moins vraies, qui touchent plus ou moins aux cordes sensibles. Voilà. La responsabilité, c'est celle des personnes qui développent ces algorithmes et qui posent des intentions qui ne sont pas nécessairement alignées avec nos valeurs et notre cadre juridique. Et enfin, on a abordé la question de la transparence et de la confiance. Et donc, pour que toutes ces questions puissent être utilement réfléchies, développées, faire l'objet de politiques publiques, privées, de projets de recherche, il y reste vraiment la question de la transparence du numérique, de manière générale, cette culture de la transparence. Et même si les algorithmes n'ont pas vocation à tous être open source, pour des questions d'incitation à l'innovation, pour des questions de modèle économique en économie de marché, il y a quand même la question de la transparence, et notamment la transparence des acteurs du numérique envers leurs autorités de régulation. Je me suis toujours beaucoup interrogé sur le rôle de la CNIL, parce que évidemment, le rôle de la CNIL a été en toile de fond d'un certain nombre de sessions. La CNIL joue un rôle déterminant et parfois, elle peut jouer un rôle qu'on peut trouver un peu trop, obstruant, ou voilà. Enfin, son rôle, ça peut être d'empêcher de tourner en rond. Pour Stop Covid et tous anti-Covid, la CNIL, dès le départ, a été associée très en amont des travaux, des réflexions, parce que c'était l'intérêt, parce qu'il était de l'intérêt général qu'elle soit associée et qu'il n'était pas question de les prendre par surprise. Bon, d'ailleurs, très récemment, sur le pass sanitaire, la CNIL s'est plaint dans son avis d'avoir été saisie en urgence et de ne pas avoir eu ce dialogue, même informel, avec les pouvoirs publics sur le pass sanitaire pour faire son travail. Et je me suis dit, tiens, au fond, mais la CNIL, est-ce que ça va assez loin, les CNIL? Est-ce qu'elles ont vraiment les moyens de leurs ambitions? Et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, ça a été évoqué à un moment dans le panel sur la souveraineté numérique, de la supervision dans le monde bancaire. Donc dans le monde bancaire, chez les banques systémiques, le superviseur de la Banque Centrale Européenne a accès à toute la documentation écrite qui s'échange et elle a des agents dans les locaux. Et ce sont les banques qui payent. Eh bien, moi je pose la question, je la repose pour les acteurs numériques, pour les grands systèmes numériques, de la présence permanente de superviseurs qui respectent le secret des affaires, mais qui comprennent ce qui se passe, qui échangent avec les équipes, qui interagissent avec elles, qui se voient à la machine à café, qui parlent aussi de leur système de valeurs, voilà. Et comment on recrée du lien avec ces grands acteurs numériques, même s'ils sont à 10 000 km. Alors évidemment, ils n'en ont pas envie, mais les banques non plus n'en avaient pas envie, et pourtant elles sont très puissantes. Et nous y sommes arrivés, donc c'est bien que c'est possible. Voilà. Et pour conclure, je conclurai sur le temps long. Voilà, nous sommes sortis de l'urgence, peut-être, je l'espère, nous l'espérons tous, et d'une grande incertitude face à l'avenir, en retrouvant le temps long, et comment désormais aujourd'hui on peut engager des travaux, des programmes, des projets de recherche, des expérimentations pour, comme aujourd'hui, poursuivre ce qui a été posé aujourd'hui de manière apaisée et réflexive, identifier ce qui a été le plus difficile pour la société, pour l'économie, pour la santé publique, et puis tenter d'apporter demain des solutions, des protocoles, des manières de faire qui soient appropriées. Voilà. Merci beaucoup.